Donc bonjour à tous, à toutes. Aujourd'hui, vu la gravité de la situation internationale et que chacun doit, au niveau de sa compréhension la plus personnelle, la plus intime, prendre en compte pour s'engager, je voudrais commencer par quelque chose qui est de l'ordre de l'ironie, et parfois l'ironie est nécessaire dans ces situations graves. Dans son poste de la Maison-Blanche, Trump a fait mettre une image engendrée par l'intelligence artificielle, montrant Trump lui-même sur la banquise du Groenland, accompagné d'un manchot. Alors, d'une part, c'est grotesque, puisqu'il n'y a pas de manchot au Groenland. Ah, il y a des pingouins, contrairement à ce qu'on croit. Il y a des pingouins torda, mais c'est tout autre chose. Des manchots, il y en a dans l'Antarctique, pour le sud, et les Galapagos. Donc, ridicule sur la façon de faire. Le manchot porte, bien entendu, un drapeau américain. Alors, les Russes s'en sont moqués, montrant le manchot et Trump qui se dirige vers un gros ours qui dévore le manchot et le drapeau. Bon. Je crois que ce genre de situation montre, sur le plan du comique, quelque chose qui, en même temps, fait, je dirais, calmer les tensions et en même temps les accroît. Alors, je voudrais mentionner autre chose. Toutes ces choses-là semblent peut-être à certains hors sujet, mais elles sont le sujet. Il y a un astrophysicien français qui s'appelle David Elbaz, qui va intervenir au prochain Paris-Saclay Summit, où nous serons, et qui étudie l'origine de l'univers. Ces hypothèses sont extrêmement intéressantes, un peu comme celle de Jean-Pierre Petit, et il cultive dans son approche sur les galaxies qu'on voit d'ailleurs qui ne devraient pas être là, des galaxies déjà vieilles qui seraient à l'origine de l'univers, ça met en cause tout à fait les choses établies. Lui, qui était un mauvais élève à l'école parce qu'il en avait assez d'un enseignement qui fait enregistrer des choses et des compétences et pas développer les facultés créatrices, cet homme travaille sur la base des sources qui sont la docte-ignorance du philosophe Nicolas de Cuse. Donc on a ces choses qui arrivent aujourd'hui dans le monde, qui se font dans un sens de la moquerie par la dérision, et de l'autre côté, la construction de choses nouvelles. Je pense que c'est très important de voir cet aspect positif aujourd'hui, et je conclurai à la fin de cette présentation sur cela. La première chose à voir, à considérer, c'est qu'il n'y a plus d'Occident collectif. C'est fini après la réunion de Davos. C'est à la fois une chose qu'il faut considérer, il faut voir la réunion à Abu Dhabi entre les représentants militaires des États-Unis, de la Russie et de l'Ukraine comme une possibilité peut-être d'apaisement. Pour l'instant, je ne le crois pas. Ce que dit de façon beaucoup plus raisonnable, ce que disent Ted Postol, qui est la professeure émérite de sciences et technologies au MIT, la grande université américaine, et ce que dit aussi Douglas MacGregor, qui est devenu le collaborateur de la campagne que Diane Serre mène aux États-Unis contre le système. Ils disent que tout le dôme d'or de Trump ne vaut rien, parce que pour qu'il vale quelque chose, il faudrait mettre des satellites. Pour qu'il vaille quelque chose, il faudrait mettre des satellites dans l'espace qui, pour pouvoir arrêter un seul missile balistique intercontinental à l'ICBM, il faudrait 1200 satellites. Donc si on pense que les Russes en auraient 100 simultanément, il faudrait 120 000 satellites, ce qui est tout à fait impossible. Alors toute cette histoire du dôme d'or, comme le dôme de fer
israéliens sont inspirés par la même conception qui est dominer l'autre, l'écraser et gagner. C'est une conception infantile qui devient très dangereuse lorsque les gens sont à la tête des États. MacGregor lui a dit qu'il fallait absolument qu'on affirme du côté américain, comme on confirme du côté russe, pas de premier recours au nucléaire. Jamais. Et ce serait une chose à faire dans le contexte de ce qui est très dangereux aujourd'hui, c'est qu'à partir du 6 février, il n'y a plus d'accord Nouveau Start. Il n'y a plus d'accord sur les armes stratégiques entre la Russie et les États-Unis, qui était la dernière chose qui restait de la guerre froide, le dernier traité de la guerre froide. Donc on rentre dans un inconnu qui peut être extrêmement dangereux, là, très bientôt, et les Russes ont proposé de le prolonger d'1 an. Pas l'accord, mais les termes de cet accord. Les Américains n'ont toujours pas répondu. Donc, c'est à ce moment que se tiennent les conversations donc à Abu Dhabi. Et dans ces conversations, le représentant russe, qui est un amiral qui était celui qui a informé l'ambassadeur américain à Moscou sur l'attentat qui avait été tenté contre la résidence de Poutine à Novgorod-Valdaï. Donc, bien qu'on dise que les entretiens entre Poutine et Witkoff et Jared Kushner, qui est partout, le gendre de Trump, bien qu'Ushakov ait dit ça, on voit que dans les réunions qui aura lieu à Abu Dhabi, il y aura pour représentant russe l'amiral qui a dit qu'il y avait bien cet attentat, alors que Trump a dit que c'était épouvantable au départ, puis il a dit après que ses services lui avaient renseigné que ce n'était pas véritablement un attentat. Donc on en est là, s'il y a un manque de compréhension sur un point aussi fondamental, c'est très grave, et ça montre que ces négociations tiennent un fil. Si on est optimiste, si on est pessimiste, on dirait qu'elles ne peuvent pas réussir. Alors, dans le contexte du Venezuela, l'administration Trump considère que les conditions sont créées pour faire tomber le gouvernement cubain. Donc, il envisage un blocus du pétrole fourni à Cuba, et c'est déjà pratiquement en cours, puisque Cuba dépend du Venezuela et du Mexique, et que Trump prétend tenir les deux en ce qui concerne leur indépendance, d'empêcher d'être indépendant. Donc voilà, on en est là. Donc ça, c'est encore un autre élément de tension. Alors, je vous parlerai ensuite de l'affaire des tensions entre, d'une part, Mark Carney, le président, le chef d'État du Canada aujourd'hui, plus les Européens, certains Européens, contre ce que représente Trump et son entourage. On en parlera tout à l'heure. Mais la première chose à voir sur ce qui se passe aux États-Unis, et c'est là qu'il faut bien voir qu'il y a une cohérence entre politique intérieure et politique internationale. Et pas considérer d'un côté ce que fait Trump à l'intérieur, de l'autre côté à l'international. Certains en France pensent que Trump, en faisant cette politique, offre une occasion à l'Europe de se refaire, de s'unir à la fois contre la Chine et contre les États-Unis. Tout ça ne tient pas debout, bien entendu. Une stratégie suppose qu'on tient compte des réalités. Et là, on n'en tient pas compte, on ne tient pas compte de la majorité mondiale et de son évolution. Revenons à la politique intérieure des États-Unis. Alors, on a vu par la presse, car en France c'est communiqué, qu'une femme, Renée Nicole Goode, a été assassinée, on peut dire, par les organes américains. L'un, c'est ICE, c'est sur qui impose les lois des douanes et de l'immigration, et l'autre, c'est celui qui est des douanes, ce sont deux administrations différentes,
qui ont aussi assassiné quelqu'un qui s'appelle Petty. Donc, 2 assassinats opérés de sang-froid. On a vu toutes les images. Renée Nicole Good était une femme dans sa voiture, et contrairement à toutes les règles, l'agent d'ICE a tiré à travers la fenêtre de sa voiture. Il a mis son arme à l'intérieur de sa voiture, ce qui est contraire à toutes les règles de police. Et il a tiré dans une voiture qui était en marche. La voiture est allée d'ailleurs après, peut causer des accidents, tuer des gens. Ils sont figés. Ça, c'est une chose. Il a tiré donc de cette façon sur une femme qui était prête à s'écarter, qui n'avait aucun antécédent criminel. Alors, l'autre, c'est la même chose, c'est un homme qui était un infirmier, qui a été venu défendre quelqu'un qu'on aspergeait de gaz lacrymogène. On s'en est pris à lui, on l'a jeté à terre et on l'a tué, probablement quand il était à terre. Alors, il aurait eu un pistolet chargé, mais la loi n'interdit pas cela aux États-Unis. Mais l'administration des douanes, elle, dit non, nous, on n'est pas tenus par ces textes-là, ça c'est pour la police. Et c'est vrai que la police aux États-Unis, au moins dans le Minnesota, là où se sont produites les choses, à Minneapolis, a, pour chaque agent, comme en France d'ailleurs, une caméra sur lui qui permet d'enregistrer les choses. La ICE et le National Customs des douanes ne sont pas tenus par ça, et ils sont armés et ils ont un pistolet. Donc voilà ce qui s'est passé. L'enquête a été confiée pas au Bureau of Criminal Apprehension, qui est le bureau de l'État du Minnesota. On a passé par-dessus et on a confié l'enquête directement au ministère de la Justice et au FBI. Donc évidemment, cela a provoqué une levée de bouclier. 6 procureurs dans l'État du Minnesota ont démissionné. La superviseuse du FBI a démissionné et il y a eu 4 autres démissions. En tout, il y a eu 11 démissions de gens qui ont dit non, c'est contraire à la loi. Les États-Unis sont se comportés comme un État hors la loi. Donc, c'est très important à comprendre parce que ce comportement à l'intérieur des États-Unis a la même nature que le comportement de l'administration Trump à l'extérieur. Alors, j'ajouterais que l'enquête a été confiée au FBI, non pas sur ceux qui ont tiré, les assassins, il faut bien appeler les choses par leur nom, mais sur les victimes pour voir si elles n'étaient pas douteuses et si n'était pas justifié d'avoir tiré dessus. Donc, c'est absolument aberrant du point de vue de la justice. Ce qui veut dire que les États-Unis, actuellement, avec l'administration actuelle, pratiquent une politique hors la loi au niveau international, comme une politique hors la loi au niveau intérieur. Et tous ceux qui pensent qu'on peut faire avec Trump, que Trump veut à nouveau des régimes patriotes en Europe, que ça serait bien en France pour le Rassemblement national, etc., ne comprennent rien à ce qu'est une politique qui respecte les êtres humains, une politique qui respecte le droit. Donc, c'est ce que je veux vous dire d'abord aujourd'hui, avec le fait que Stephen Miller, qui est le conseiller de Trump et qui dit qu'il faut y aller, faire tout ce qu'on veut, imposer sa loi contre tout, alors pas d'autres considérants à prendre que défendre l'État, imposer sa loi, l'État tel qu'il le conçoit bien sûr. Stephen Miller a dit qu'il faut expulser 3000 migrants par jour. Et ça, c'est la politique actuelle américaine. Alors, l'administration prétend réussir et avoir réussi à expulser des gens. Et voilà. Alors ça se situe dans un contexte où à Minneapolis, dans le Twin Cities du Minnesota, à Minneapolis, il se forme des communautés de citoyens pour empêcher ici le ICE d'agir. Et ces communautés de citoyens ne sont pas dans la violence, comme elles ont été au moment où George Floyd avait été tué, aussi dans les conditions d'assassinat. Là, elles ne sont pas dans la violence, simplement ils suivent les gens de ICE et disent, sans faire aucun acte, dans des voitures, ils suivent les gens de ICE et créent
un environnement qui les rend totalement impopulaires, puisqu'ils violent la loi, et prétendant qu'il y a, je crois, 70 000 Somaliens qui se travaillent au Minnesota, qu'il faut tous les expulser. Enfin, la population finit par prendre le parti des migrants. C'est ça qui est très intéressant, qui est en train de se passer. Même des gens qui ont voté Trump, qui le disent. Et puis, il y a aussi le fait que, dans ces circonstances, dans tous les États-Unis, on voit des manifestations contre Trump, qu'une partie de la base MAGA est en train de, disons, se retourner contre Trump. Trump visitait une usine Ford à Détroit, et on avait bien écarté tous les gens qui pouvaient poser des problèmes, mais il y en a un dans un étage en dessous qui lui dit espèce de sale pédophile, regarde l'affaire Einstein. Et à la Sarkozy, vous vous rappelez que Sarkozy avait répliqué à quelqu'un qui l'insultait, casse-toi pauvre con, Trump n'a pas parlé, il a fait un doigt d'honneur. Donc voilà où on en est. Et évidemment, dans tous les États-Unis, on dit quand même un président, bon, peut-être qu'on l'aimait bien, mais quand même. Et l'ouvrier a été licencié par l'usine Ford. Et c'est là que les syndicats se disent quand même, on va trop loin. Il faut faire quelque chose. Donc il y a cette opposition, je veux dire. Il y a ce certain basculement. Alors, évidemment, le journal de dimanche, au contraire, dit les antifas traquent la police de l'immigration aux États-Unis, c'est la faute des antifas. Financé par Soros, ce qui est vrai, d'ailleurs. Mais ne répond pas du tout à ce qui se passe réellement, humainement, là-bas. Évidemment, même, ils doivent reconnaître, même le journal de dimanche, que Vance s'est mêlé de la chose en déclarant que l'agent ayant tiré bénéficie d'une immunité absolue et que la mort de René Good était une tragédie dont elle était elle-même la cause. J.D. Vance. Alors, je vous dirais quelque chose d'assez intéressant sur J.D. Vance, d'ailleurs, par ailleurs. J.D. Vance, disons, qui a la même conception du catholicisme auquel il s'est converti, que quelqu'un dont je vais vous parler tout à l'heure, quelqu'un qui disait « Nous ne tolérons pas dans nos rangs qui attaquent les idées du christianisme et en fait, notre mouvement est chrétien. » Bon. Quelqu'un disait cela, après je vous dirai qui. Donc, pour Vance, c'est un christianisme, je dirais, positif. C'est-à-dire qu'il est un positivisme chrétien. Bon, ce qui celui dans la phrase que je vous ai citée s'appelait Adolf Hitler. Hein. Adolf Hitler qui utilisait le christianisme tant qu'il pouvait jusqu'à, évidemment, basculer dans le camp contre. Adolf Hitler qui payait ses droits, comme on paye en Allemagne, il faut payer quand on a une religion, sur la case catholique jusqu'en 1942. Donc, on voit des choses similaires qui permettent de comprendre certaines évolutions. Et la phrase très simple qui résume cette façon de penser, je dirais trumpienne aujourd'hui, nous sommes des animaux, et comme des animaux, nous sommes confrontés au choix de détruire ou d'être détruits. Alors c'est la vision vulgaire de Carl Schmitt, il faut un ennemi existentiel, nécessairement, je suis sur Reich, il faut un ennemi existentiel, nécessairement pour exister. Donc, une autre chose encore plus intéressante, c'est que ce comportement de l'US Customs and Border Protection, c'est comme ça que ça s'appelle, et de ICE, qui s'appelle Immigration and Customs Enforcement, ces deux agences sont entraînées intensément pour se militariser avec des éléments de la police israélienne, de la police des frontières israéliennes, des forces de défense israéliennes, et aussi des éléments les plus corrompus du Shin Bet. Donc vous avez là quelque chose qui montre bien un fondement Trump-Netanyahou plus important qu'on ne le dit, et sur le terrain, ayant des conséquences. Alors, ce que article dans l'Obs, façon Obs, hein, en France, États-Unis, il y a derrière Trump des idéologues brillants. Alors,
il cite un livre de Laura Field aux États-Unis qui vient d'être publié, qui s'appelle Furious Minds, des esprits furieux, des esprits violents. Et il montre toutes les gens dont s'inspire Trump, dont la faction qui s'appelle elle-même national-catholique traditionnaliste, qui appelle à la constitution, au constitutionnalisme du bien commun, mettre le bien commun dans la Constitution, alors qu'il y a déjà le général Welfare, bien entendu, et qui réoriente l'État vers le salut spirituel. Alors tout ça, c'est des mots, bien sûr, et il y a cette chose aux États-Unis qui est en train de se développer, qui est la manipulation de la religion, comme on le voit dans le monde, comme on voit avec les frères musulmans par ailleurs, la manipulation de la religion à des fins politiques. Et ça, c'est très grave. Enfin, réaction. Vous avez vu que Mark Carney a réagi en disant « les États-Unis pratiquent une politique qu'il ne faut pas tolérer ». C'est une politique qui est contre la nation canadienne, il veut s'emparer du Canada, il veut mettre 100% de droits de douane contre nous si nous nous rébellons. Et Mark Carney l'a dit en revenant d'un voyage en Chine, ce qui est la chose importante à noter. Alors, évidemment, Jeffrey Sachs, vous voyez, qui s'est opposé à cet dévoiement de l'administration Trump, il dit « Mark Carney, c'est l'homme d'État le plus important en Occident. Il a prononcé un discours à Davos qui était un discours de grand niveau et c'est un nouvel ordre qui répond et respecte nos valeurs. » Donc il apparaît une opposition de ce côté-là à cette politique d'administration Trump que je décris. Et tout de suite en France, apparaît Hubert Védrine, bien sûr, qui dans ces cas apparaît, qui lui dit « Il faut distinguer l'Occident philosophique, synthèse de la chrétienté et des Lumières, et l'Occident géopolitique créé par Churchill et Roosevelt en 1942 avec la Charte de l'Atlantique. » Donc il dit par rapport à cela, il faut revenir quand même, il faut considérer qu'on ne peut pas sortir de l'OTAN avec les États-Unis qui nous protègent. Mais il faut faire au sein de cela un pilier non américain de l'Alliance autour de la France, du Royaume-Uni, de la Pologne, de l'Allemagne, des pays baltes et de la Roumanie, auquel on ajoutera le Canada de Mark Carney. Donc apparaît un contre-pôle à l'autre pôle, et ce contre-pôle, évidemment, doit être installé, disons, à l'intérieur de l'Alliance pour s'écarter de la politique de Trump, mais à l'extérieur contre la Chine. 80% de nos données informatiques sont, paraît-il, attachées aux serveurs américains. Notre commerce et nos importations sont attachés à la Chine. On va faire quelque chose et faire vraiment une Europe. Alors, ce qui ressort de cette Europe-là, avec Mark Carney, est assez curieux. Parce que Mark Carney, c'était celui qui, dans la conférence, s'appelle Jefferson Act, je crois, qui avait eu lieu aux États-Unis, avait dit il faut une politique qui dépasse celle de l'État-nation, qui soit une politique mondiale, qui soit une politique dans laquelle les intérêts financiers qui sont plus raisonnables s'imposent, etc. Donc on a une sorte de faux pôle, mais qui est important dans la mesure où il apparaît comme opposé à la politique de Trump. Alors, signe de la gravité de la situation, typique des périodes de crise très graves, et ça je veux le souligner, l'or explose à la hausse, l'argent aussi. Près de 5100 pour l'argent, pour l'or, 5100 $ l'once pour l'or, qui était encore à 1850 il y a 2 ans. Et 110 pour l'argent, qui a encore 6 mois, 7 mois, était à, disons, 32, 34. Il faut dire que la Chine produit beaucoup d'argent, c'est 70% dans le marché, c'est la Chine. Donc on voit l'explosion à la hausse de l'or et de l'argent, c'est refuge, toujours signe de possibilité de guerre. Et la fin du yen carry trade, ça c'est l'autre chose. C'est pour ça que ces gens-là essayent de s'écarter du modèle, essayent de prendre des positions.
Et la fin du yen carry trade, ça veut dire qu'auparavant, on empruntait en yen, qui était une monnaie relativement solide, mais pas très élevée au niveau de rapport avec le dollar. On empruntait en yen, il y avait des taux d'intérêt très bas. Et on passait en dollars, avec des taux d'intérêt plus élevés et un dollar solide. Et la différence, on la mettait dans la poche. C'est ça l'yen carry trade. En dehors des 2 millions de milliards des produits dérivés, est maintenant associé à tous les stablecoins et bitcoins, à toutes les cryptos. Bon. Ça met un système au bord du gouffre. En même temps qu'il y a la menace de guerre et la tension de guerre, il y a cette possibilité, cette politique de l'oligarchie financière qui est en train de creuser sa propre tombe. Et les deux sont directement liés, parce que dans ces conditions, pour éviter de tomber, on essaye des formules. Il y a la formule Trump et la formule Carney. C'est là où on se trouve. Et cette opposition est intéressante. Certains en France disent « Ah, mais il faudrait profiter de la situation. De Gaulle avait bien profité de Staline. Pourquoi ne profiteront pas de Trump aujourd'hui, en jouant les uns et les autres ?» Alors là, on se trompe complètement parce qu'on ne voit pas, dont je viens de parler, cet effondrement du système financier qui a lieu aujourd'hui. Et je rappelle que dans les conditions de 1940, l'Allemagne nazie avait pris leur tchèque. Cet or tchèque avait été mis sur un compte à la Banque d'Angleterre, qui ensuite a accepté, avec Montagu-Nerman, de donner cet argent aux nazis qui l'ont utilisé pour leur politique militaire. Donc il faut bien voir comment marche cet ordre financier en liaison avec un militarisme qui n'est pas le fait des militaires, c'est le fait des politiques qui organisent les militaires pour cette politique-là. Alors, voilà la situation. Alors, dans ce contexte, évidemment, ce qui est important, c'est que l'Europe, qui prétend à toute cette politique-là, est en fracture, et ça tire dans tous les sens en Europe. C'est les États désunis d'Europe, aujourd'hui. Donc, on ne voit pas de solution apparaître dans ce contexte-là à la crise mondiale. Jordan Bardella, en France, multiplie les interventions. On espère, dans l'oligarchie, avoir un choix qui sera de même nature que celui de Macron, en 2017. L'homme qui apparaît le plus au système est en fait son produit. Alors Bardella, dans le journal de dimanche, la France face à son destin, la puissance ou le déclin. Et c'est très joli en parole. La France a l'avantage de son parc nucléaire. Il faut baisser les impôts de la production, porter à 3% du PIB le niveau de dépenses de défense et de mettre en place un fonds souverain en France. Le cas de l'intelligence artificielle, du cloud, des logiciels, des semi-conducteurs est emblématique de la domination qu'on subit. Il faut en sortir. Portée par son histoire, la France doit défendre une nouvelle architecture européenne qui remette au centre les souverainetés nationales, l'Europe des nations, etc. Bon. Et tout ça est du blablabla parce qu'il n'y a absolument rien de concret derrière. Il n'y a pas de politique. Et c'est comme si on avait la possibilité de le faire rien qu'en le disant. Donc, cela est en réalité une couverture pour ne pas faire, et je rappelle encore une fois qu'autant Bardella que Ciotti, ici en France, appellent à un système, pour la France, à rentrer dans un système de crypto-monnaie qui est de la même nature que celui de Trump et de son entourage aux États-Unis. Donc, on est dans une situation où, avec cette menace de guerre et d'effondrement financier, apparaît tout ce qui apparaît dans ces situations-là, le mensonge, le faux et les usages de faux. Et c'est dans ce monde qu'on se trouve aujourd'hui. On constate même cyniquement, dans le Parisien par exemple, Trump met le Rassemblement national dans l'embarras et rappelle la citation de Bardella quand Trump est arrivé au pouvoir,
ce vent de liberté qui souffle aujourd'hui sur toutes les démocraties occidentales, Trump l'incarne aux États-Unis, nous l'incarnons en France. Et la visite à Netanyahou, qui, je pense, doit incarner pour Bardella aussi ce vent de liberté, cette défense de l'Occident, visitant Netanyahou et soutenant la politique de Netanyahou en Israël. Donc voilà. Alors, par rapport à cela, notre mouvement international organise un mouvement qui, étant au-delà de lui-même, qui sera un mouvement de citoyens du monde, avec des gens que cette situation inspire pour agir dans l'urgence et avoir un élément de référence qui permette d'orienter les choses vers la paix, à la fois les gouvernements et les citoyens des différents pays, ce qu'on appelait la société civile, les deux. Et Helga Zeppler-Rouge, présidente de l'Institut Schiller, l'a organisé avec Naledi Pandor, l'ancienne ministre sud-africaine des Affaires internationales et de la coopération, qui est, disons, quelqu'un dans la lignée de Nelson Mandela. Ya Zhang Weiwei, un Chinois, qui est professeur de relations internationales à l'université de Fudan. Dmitri Trenin, un Russe, a signé aussi notre manifeste à l'Institut d'affaires militaires internationales et économiques de l'Université de Moscou. Il y a Donald Ramotar, qui était ancien président de Guyane. Il y a Maria de Los Angeles Huerta, qui est une ancienne congressiste mexicaine. Navid Verman, qui est un auteur indien et un analyste dans la sécurité qui essaye d'inspirer une autre politique nationale en Inde que celle de Modi, et le colonel Ralph Bossard en Suisse, qui a été militaire, qui était l'Organisation de coopération et de sécurité européenne. Il en était un des conseillers. Helsinki et les négociations d'Helsinki au moment où on essayait de calmer les choses. Alors voilà. Ce mouvement appelle évidemment une nouvelle architecture de développement et de sécurité mutuelle pour asseoir cet ordre nouveau de développement dans le monde, et à la création d'un pont terrestre mondial, c'est-à-dire des corridors de développement économique dans le monde, avec des hommes, des marchandises, des inventions, des financements pour l'économie physique, l'économie réelle. Et pour cela, évidemment, explorer des méthodes qui permettent un système financier finançant ce qui est nécessaire à l'homme et nécessaire, disons, à une société qui trouve des moyens plus denses d'assurer sa reproduction, plus dense par unité de surface, plus dense par être humain et plus dense par matière apportée. Donc, c'est toute la société qui est une société en recherche avec un nucléaire qui n'est pas le nucléaire arrêté à un moment donné, mais un nucléaire comme dynamique vers toutes les formes de production d'énergie possibles, à l'heure où, je vous le rappelle aujourd'hui, l'énergie est devenue un outil avec lequel on spécule et avec lequel on crée une géopolitique. Donc, cette association vise à sortir de l'ordre de la géopolitique, gagnant-perdant, et créer un ordre de coopération, gagnant-gagnant, dans lequel on puisse communiquer au peuple cette vision pour qu'il ne se fracasse pas contre le mur de la rage et de la colère simple, mais qu'ils aient une politique qui soit une politique dans leur intérêt commun, l'intérêt général, ou le bien commun, le vrai, comme on voudra l'appeler, mais dans ce sens-là. Alors, je conclurai en disant que, en dehors de cette urgence économique, de cette urgence pour la paix, il y a une autre urgence, c'est l'urgence des naissances. On a une population mondiale aujourd'hui qui ne se reproduit plus. On est bien en dessous du taux de reproduction de femmes à âge de procréer par enfant qui est de 2,1, on est bien en dessous partout. En France, pour la première fois, le
mortalité dépasse la natalité, c'est cette année passée, en 2025, et on est à un taux de natalité de 1,53, qui a encore baissé par rapport à celui que je mentionnais dans mon livre, qui était de 1,68, on baisse, et dans les autres pays, on baisse plus encore, y compris en Chine et en Russie, et aux États-Unis, bien entendu. Donc voilà, aujourd'hui, on doit prendre tout cela en compte si on veut être capable de prendre des décisions, et sans cela, on est piégé, on est prisonnier d'un monde qui s'autodétruit et qui n'est pas capable de considérer que l'avenir, c'est pas quelque chose qui se déduit, c'est quelque chose qui s'explore pour trouver du meilleur. Et ça, c'est la France. C'est le pacte 20 fois séculaire de la France avec la liberté du monde. Je voulais vous le dire aujourd'hui et le rappeler dans cette situation qui est d'une extrême gravité et où même le jeu avec des manchots, même là, on commet des erreurs. Donc, si on imagine un manchot, pour revenir à ce que je disais au départ, au pôle Nord, on peut bien commettre l'erreur de lancer des missiles nucléaires sans mesurer les conséquences.